Je rallume le son. Moi, je vais commencer par les remerciements, comme ça, je ne vais pas oublier de les faire. Donc, merci Isabelle de nous inviter à Time Center pour le CDE, pour cet événement. C'est très bien, je vois que les gens s'interconnectent très rapidement. Pour moi qui suis dans Internet, ça fait plaisir à voir. Donc, je m'appelle Julien Bouton, je suis le PDG de Condensa Technologies. C'est une entreprise neuchâteloise qui est installée depuis un peu plus d'un an ici. Et on travaille avec tout ce qui est autour des cryptos. Et on offre des services pour les banques, les fonds, les family office, tous les gens qui sont en mesure de conserver des actifs et qui s'intéressent à la crypto. Donc, dans le cadre de ce rendez-vous des cercles des dirigeants d'entreprise, ce midi connecté, aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette crypto-économie et des nouvelles sources de revenus pour les banques. J'ai marqué banque, mais c'est les conservateurs en général, et on va voir que les business models se développent tellement que les termes sont peut-être pas forcément justes. Mais on va voir ça. Hop. Si je retrouve mon petit curseur. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a une nouvelle législation qui est rentrée en vigueur le 1er février 2021. C'est un très gros changement au niveau de la législation, de la régulation. Ça change beaucoup de différents codes et différentes lois. La loi des obligations bancaires, la loi sur les titres financiers. Il y a 6 ou 7 textes qui ont été modifiés. C'est un gros paquet, c'est un très gros travail et c'est un très bon travail de la part du législateur suisse. De la part d'un connaisseur, ce texte-là est vraiment très fin et très à propos par rapport à, justement aux évolutions qu'on peut connaître dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, Bitcoin. Et ils vont peut-être un peu à revers de ce qui se fait ailleurs ou dans d'autres juridictions, les régulateurs et législateurs freinent des cas de fer à propos de Bitcoin. Donc, la Suisse fait preuve de finesse et d'intelligence sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle législation? Bon, j'ai le PDF à côté sur mon ordinateur, mais on ne va pas le lire parce que c'est trop long. Donc, c'est une définition claire de la technologie des registres distribués. Donc, technologie des registres distribués, c'est le terme qui a été choisi pour dire ce qu'est la technologie Bitcoin, comment ça fonctionne. On va parler de blockchain, c'est ça, c'est le mot blockchain en français, mais il y a des petits débats techniques sur les détails de définition. C'est intéressant pour les techniciens, pour les autres, ce n'est pas du tout intéressant et ça n'a pas vraiment d'objet. Donc, dans cette nouvelle législation, il y a des choses qui sont des gros mouvements, des choses qui sont très intéressantes. Et notamment, j'ai marqué la fin des blockchains privées. Alors, depuis l'avènement de Bitcoin, d'Ethereum, des blockchains, il y a des groupes qui se sont mis à travailler avec la finance, les banques, notamment IBM avec Hyperledger ou R3 avec Corda, en faisant des blockchains privées et en essayant d'attraper le marché des banques qui étaient un peu apeurées par ces nouvelles technologies d'ouverture et qui préféraient rester dans un domaine privé. Donc, c'était beaucoup plus de la vente et du contrat, du marketing que de la réelle innovation. Et ce nouveau droit suisse indique que lorsqu'on émet un actif sur une chaîne, l'émission doit être publique. Donc, ça met un terme définitif à l'idée de blockchain privée. Ensuite, c'est le plus gros morceau de cette loi, c'est les notions de droit-valeur, de papier-valeur et de droit-valeur inscrit. Alors, ce sont des vieilles notions, ça vient de la culture latino-romaine. Le papier-valeur, c'était ce que les banquiers donnaient
et c'était un papier qui contenait lui-même sa valeur. Alors qu'un droit-valeur, c'est un papier qui donne, c'est pas forcément un papier, c'est un droit qui est attribué sur un registre. Donc, on va parler de droit-valeur inscrit dans un registre. Donc, ça, quand on monte une entreprise, qu'on a un capital social, on a un registre sur lequel sont inscrits des droits-valeurs qui sont les parts d'une société. C'est tout simplement ça. Dans le cadre de cette nouvelle législation, le droit-valeur inscrit pour les termes de blockchain et de ces registres distribués, ils ont adapté le droit pour que ça puisse être compatible justement avec ces blockchains et pouvoir dire, même si le registre n'est pas tenu par un acteur centralisé, par exemple le registre des mouvements de titres de la société, je le maintiens moi-même sur un tableau Excel. Là, dans ce cadre-là, ça reprend la même chose, mais au lieu que ça soit un tableau Excel maintenu par une personne, c'est un réseau. Et comme ce réseau, par différents algorithmes de preuves de travail, ou d'autres preuves d'autorité, preuves d'espace, preuves d'engagement, différents, qui reviennent tous à la fin de la preuve de travail. Comme c'est prouvable par les mathématiques formellement, la tenue de ce registre, qui est immutable, incensurable, et qui résiste, qui ne peut pas être modifié, évidemment immutable, c'est quelque chose avec qui on ne peut pas tricher. Donc le législateur a accordé à ce type de technologie une valeur légale pour maintenir un registre de droits-valeurs. Donc les droits-valeurs, c'est les actifs, c'est tout type d'actifs. Ça peut être du métal papier, ça peut être des bijoux, ça peut être des entreprises, ça peut être de l'immobilier, bien sûr. C'est tous les types d'actifs. Donc, dans cette nouvelle législation, tout à la fin, ils indiquent un nouveau statut d'entreprise, d'échange utilisant la technologie de registre distribué, qui est très permissif dans le sens où ce statut ne requiert pas de licence de la part du régulateur, mais oblige à faire de la publication auprès du régulateur pour qu'il puisse observer. Donc, il y a quelques prérequis au niveau du capital, bien sûr, mais il n'y a pas besoin de demander une autorisation pour se lancer. Donc, c'est très spécifique pour l'échange des titres sur les registres distribués. Donc, ça, on lance sa technologie, par exemple, on n'est pas du tout dans ce statut parce qu'on n'est pas un échange, on n'est pas une place de marché. Nous, on vend de la technologie à des acteurs qui peuvent éventuellement être des places de marché. Mais et voilà. Donc, ça donne un cadre qui autorise les cas d'utilisation qu'on a dans la finance et le traitement des titres avec ces nouvelles technologies. Hop. Donc, qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que ça va mettre en place? Quels sont les impacts pour nous? Donc, dans un premier temps, pour les crypto-entrepreneurs, par exemple moi. Donc, avec le nouveau statut, il y a plus d'opportunités et plus de vivacité pour la formation des entreprises et l'innovation, la création de nouveaux business. Et donc, c'est très prégnant à Neuchâtel parce qu'on a une très grande communauté de gens intéressés par la crypto. Ce sont des grands techniciens qui sont dans la crypto depuis très longtemps. Et donc, c'est peut-être pour ça que Neuchâtel a une place particulière en Suisse, parce qu'elle fait preuve d'une expertise technique qui existe nulle part ailleurs en Suisse. Donc, on voit, comme on l'a déjà dit, les blockchains publiques deviennent la norme. Et donc, pour nous, les crypto-entrepreneurs, ça nous donne un guide vers quel type de technologie s'orienter. Donc, bien sûr, on va utiliser des blockchains publiques. Alors, bien sûr, il y a la plus connue, c'est Bitcoin. On peut aussi utiliser Ethereum. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont créées. Il y a beaucoup d'innovations encore à faire sur ces choses-là, de choses à créer.
Donc, il y a aussi l'ouverture aux monnaies fiduciaires. Et ça, beaucoup de gens parlent des CBDC, les fameuses monnaies numériques de banque centrale. Donc après, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et on est en train de se rendre compte que le modèle CBDC ne peut pas fonctionner parce que ça demanderait aux banques centrales d'ouvrir des comptes pour tous les citoyens, ce qui n'est pas possible. Ça mettrait en difficulté le système de réserve fractionnaire pour les banques. Donc pour plusieurs raisons techniques et légales et juste de concept, c'est pas possible. Mais par contre, au niveau de l'existant, sur la monnaie électronique par exemple, qui est très utilisée dans les cartes bancaires ou ces choses-là, on peut se servir de ce système-là, donc de monnaie fiduciaire électronique appliquée à des registres ouverts qui peuvent être ou non confidentiels dans leurs transactions. Et enfin, il y a la notion du KYC, qui est un gros changement. Et ça, ce n'est pas la crypto en elle-même qui implique ce changement, c'est plutôt l'avènement d'Internet, où avant Internet, les informations, quand elles étaient diffusées, la diffusion était lente, ça n'allait pas partout. Et quand on faisait quelque chose, ce n'était pas connu à l'autre bout de la Terre. Et bon, quand on perdait ses données, quand on perdait son portefeuille, ça ne pouvait être que dans l'espace d'une ville. Aujourd'hui, le paradigme a totalement changé et on est obligé de travailler sur la protection des données, comme ça se fait en Europe avec le GDPR, comme les discussions qu'on peut avoir sur les lois Covid et justement sur les données qu'on veut partager ou qu'on ne veut pas partager, les travaux qui sont faits au niveau philosophique sur l'intégrité numérique, il y a beaucoup de travail sur ces choses-là. Et donc, la Suisse, de par son expérience dans la finance, le secret bancaire, a des arguments en faveur de ne pas diffuser ces informations. Donc, il y a des possibilités de faire sans KYC, mais toute proportion gardée, c'est pour des sommes très faibles. Je crois que c'est de l'ordre de... tout dépend des réseaux de paiement, c'est de l'ordre de 1000 ou 5000 francs par jour. Jusqu'à 1000, je crois. Ouais, jusqu'à 1000. Mais ça dépend des réseaux de paiement. Et par an, je crois que c'est 5000 ou 50 000. Mais encore une fois, ça dépend. Il y a encore du travail. On est en train d'essuyer les plâtres sur ces choses-là. Et donc, le régulateur attend les premiers retours d'expérience avant de décider si on ouvre plus les vannes de KYC ou pas. Ensuite, les banques. Donc, j'ai marqué les banques, mais c'est aussi tous les conservateurs d'actifs, donc les fonds, les family office, les maisons de titres. Donc, qu'est-ce qui est bien pour eux? Qu'est-ce que ça apporte pour eux? C'est un cadre législatif clair et surtout sans trou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la raquette qui permettrait d'avoir des doutes sur sur le risque. Parce que quand on est une banque ou un conservateur de titres, on a une gestion du risque qui est très cadrée et sur laquelle on doit faire très attention parce que toute la finance est une question de risque. Donc, on a la fin des doutes sur la conservation des cryptoactifs. Et ça, pour les institutions financières, c'est un grand pas parce que jusqu'à maintenant, quand les banquiers eux-mêmes ou les clients des banquiers se posaient la question de est-ce qu'on y va dans le Bitcoin, est-ce qu'on y va dans les cryptoactifs, il y avait des doutes. Et justement, dans la gestion du risque, s'il y a un doute, c'est non. Donc, la fin des doutes, ça permet d'avoir les premiers oui de la part de ces institutionnels financiers sur leur stratégie d'innovation avec les cryptos. Donc, après, une banque, ça reste une banque, dans le sens où une banque, c'est une entreprise, mais qui a une licence bancaire. Et donc, tout ça, c'est réglé par le régulateur, par la FINMA, en relation avec SIX sur certaines choses, même si on voit le rôle de SIX changer par rapport à la décentralisation et la désintermédiation à laquelle on assiste. Donc, une banque reste une banque, et même dans l'esprit des gens,
le conservateur d'actifs reste toujours le même acteur. Ce n'est pas un autre boulot. On ne va pas pouvoir mettre notre argent en compte chez le boulanger. Ce n'est pas possible. Donc, le petit bémol, c'est que la sous-traitance va se voir. C'est-à-dire qu'il y a des institutions de conservation d'actifs qui sous-traitent une partie de leur conservation d'actifs. Et comme on est sur des registres publics et qu'on peut faire l'audit public de ces registres-là, lorsqu'on dépose des actifs chez un financier, si lui sous-traite, par de l'analyse de chaîne, on va pouvoir savoir qu'il sous-traite. Donc, ça implique on peut rester sur ces modèles-là parce qu'on a tout à fait le droit de sous-traiter et au final, ce n'est pas une question de sous-traitance, c'est une question de responsabilité de l'institution financière avec laquelle on travaille. Mais pour des raisons commerciales ou autres, les acteurs financiers peuvent avoir besoin ou envie de plus d'autonomie dans leur gestion d'actifs afin de ne plus avoir à sous-traiter. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun entre justement les acteurs qui viennent de la crypto, qui ont monté leur business, leurs entreprises, tout ce monde financier qui débarque sur cette technologie avec ravissement dans certains cas, un peu de doute dans d'autres. Donc, d'abord, c'est la perméabilité entre les modèles custodiaux et les modèles non custodiaux. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle custodial? C'est je place mon argent à la banque, donc je confie, je traite mes actifs, mes titres ou ma monnaie à la banque. Ça, donc, c'est conservé dans une entreprise. Et le non custodial, c'est les billets et les pièces que j'ai dans ma poche. C'est-à-dire que je les possède et on ne peut pas me les prendre. Donc, dans les crypto-monnaies, dans les crypto-actifs, les deux fonctionnent très bien ensemble et on peut conserver très facilement des millions, voire des milliards de francs dans un petit wallet, comme ça. Donc, la perméabilité entre les modèles custodiaux et non custodiaux, on va dire que ça va fluidifier l'échange que les gens ont avec les institutions financières. On n'a plus besoin pour retirer son cash, ses espèces, on n'a plus besoin d'aller au distributeur. Pour retirer ces espèces, on va sur l'application de sa banque, on clique et on retire dans son wallet qui est dans son téléphone. Donc, le distributeur d'espèces est directement dans le téléphone. Donc, c'est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup plus on va parler de liquidité entre ce que les gens possèdent et ce qu'ils peuvent mettre en banque. Ça peut rentrer, ça peut sortir. Voilà. Donc, tout ça, c'est entouré de cryptographie. La cryptographie, ça existe depuis la fin des années 60. Ça a été découvert par les services secrets anglais. Mais on a des choses pour les années 70. Il y a eu le RSA. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est trop long. Mais il y a de l'auditabilité, de la vérifiabilité, de la prouvabilité. On est dans des domaines mathématiques où la preuve formelle peut avoir lieu. Et si preuve formelle il n'y a pas de débat. Quand un mathématicien prouve quelque chose, une fois qu'il l'a prouvé, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de conférence. C'est prouvé, maintenant ça part à l'université pour que ça soit enseigné. Donc il y a vraiment cette force, cette solidité qu'apporte la cryptographie asymétrique. Et donc, même si on a cru que ça pouvait être dangereux de posséder sa monnaie ou de travailler avec des crypto-monnaies, on voit que l'auditabilité est là, le suivi est là. Et par exemple, le Bitcoin est beaucoup plus traçable que le système financier actuel. Et il faut être idiot pour utiliser Bitcoin pour des mauvaises qualifications comme le trafic de drogue, le marchand des armes, ou ces choses-là. C'est idiot. Les rapports de la police, de la gendarmerie, que ce soit en Europe, en Suisse, aux États-Unis, ils sont très contents d'avoir Bitcoin parce que ça leur permet de faire leur travail en remote.
c'est pratique pour eux. Et donc, on voit des cas où la Interpol arrête des gens grâce à la traçabilité de Bitcoin. Donc, dans cette convergence technologique entre différents acteurs, donc de la crypto-économie, ces nouveaux acteurs de la crypto-économie, ces nouveaux acteurs financiers qui s'y intègrent, on voit clairement une convergence technologique, une normalisation sur quelles sont les technologies, quels sont les protocoles, les algorithmes à utiliser. Ça commence à devenir presque de la culture générale, même si il faut du temps pour que ça infuse dans les esprits et dans les idées. Et il est à noter qu'on parle de régulation. Donc, Bitcoin est une régulation, dans le sens où, oui, ça peut être une monnaie, ça peut être plein de choses, mais c'est une régulation. Bitcoin c'est une régulation opt-in, c'est-à-dire que les gens peuvent la choisir, mais aussi peuvent très bien choisir de ne pas participer. J'ai tout à fait le droit de ne pas acheter de Bitcoin. Mais après, c'est un système où on possède sa monnaie. On la possède, elle n'est plus sur un compte en banque. Et elle est échangeable dans le monde entier, c'est très liquide. Et donc, ça a été une proposition de régulation qui a été faite par Satoshi Nakamoto en 2008-2009. Et les gens y adhèrent ou y adhèrent pas. Mais on est intéressé parce que les gens qui y adhèrent, c'est pour des raisons, c'est qu'ils choisissent ce type de régulation. Donc, comme on sait qu'on est sorti du standard or il y a quelques décennies, Bitcoin est entre guillemets une façon aux gens de montrer leur volonté de revenir à un standard qui serait Bitcoin est rare, l'or est rare, c'est un peu le même principe. Bitcoin est un peu un or numérique. Donc les modèles d'affaires, on y arrive. Donc déjà ceux en crypto-économie, c'est-à-dire ceux qui ont été initiés par justement Bitcoin et la suite. Donc on voit 5 acteurs, j'en ai mis que 4 parce que le 5e c'est l'utilisateur. Donc il y a le mineur. Le mineur, c'est en gros les personnes qui notarisent les transactions. Il y a les places de marché qui font l'échange entre les différents types d'actifs, monnaie ou pas. Il y a les marchands qui peuvent s'en servir pour payer et se faire payer avec ces types de monnaie. Et bien sûr, le cas le plus marquant et celui qui défraie la chronique très souvent, la spéculation. Donc évidemment, il y a beaucoup de spéculation dans les crypto-monnaies. Pourquoi il y a autant de spéculation? Parce que c'est un marché qui n'est pas régulé. Par exemple, sur les échanges, il n'y a pas de suspension de cotation. C'est quelque chose d'inimaginable dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des chutes de 90%, 95%, suivies de hausses de 30 000%. C'est justement la spécificité de ces marchés qui sont un peu en dehors du champ des juridictions, parce que ça se trouve dans ce cyberespace, dans cet espace où il n'y a pas de violence physique, donc qui est régi par des règles un peu différentes. Mais la spéculation, comme c'est facile, c'est sur l'ordinateur. Maintenant, on est dans une génération de geeks, tout le monde est formé, on a tous les téléphones, on fait Snapchat. C'est facile. Et donc, ça donne accès au marché à tout le monde, ce qui n'est pas forcément autorisé dans la finance traditionnelle, où il faut être un investisseur informé ou agréé pour pouvoir accéder à certains types de marchés, les IPO, ces choses-là. Donc après, la spéculation peut se faire, comme la divisibilité de ces monnaies est forte, on peut très bien jouer à la spéculation avec moins de 1 centime de franc. Donc il y a certains cas d'utilisation, c'est juste pour le jeu, les gens qui le font pour le jeu, et ils jouent avec 1 franc, juste pour le jeu. Après, il y a des vrais traders qui sont beaucoup plus dans le stoïcisme, dans l'analyse technique, dans l'analyse fondamentale, et qui arrivent à comprendre ce type de marché et qui font des fortunes. Donc ensuite, plus récemment, il y a la DeFi, la finance décentralisée. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les cryptos.
crypto-monnaie en tant que telle, mais on va parler de pool de liquidité, qui est l'équivalent d'une place de marché sans carnet d'ordre. Il y a aussi le crédit, l'assurance et les stratégies des hedge funds. Et tout ça, c'est interconnecté en API et ça fonctionne tout seul. Donc, c'est très mathématique, beaucoup de statistiques là-dedans. Mais là, on voit de nouveaux cas, justement pour les gestionnaires de fonds, les gens qui ont des actifs en management, d'avoir des stratégies qui vont être beaucoup plus rapides. On ne va pas dire que c'est du trading haute fréquence, mais la fréquence des échanges est quand même beaucoup plus importante. Et c'est sur des marchés non régulés. Donc, et la monnaie est possédée et auditable. Donc, les risques ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas de risque de contrepartie, mais par contre, il y a un risque de change et il y a un risque de spéculation. Donc, là-dedans, où est le marché retail, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, madame Michu, j'en sais rien, il n'y en a pas. Ils ne sont pas encore là. Ce marché n'est pas encore adressé du tout. Pour l'instant, ça reste pour les aficionados de la technologie et les gens qui connaissent et les gens qui veulent apprendre par l'erreur parfois comment tout ça fonctionne. Donc justement, ce marché retail, dans le modèle d'affaires des crypto-banques, c'est ça qui est intéressant, c'est que les banques ont ce marché retail. Ils ont tout le monde, parce que tout le monde a un compte bancaire et ils adressent ce marché-là avec plus ou moins de difficultés en ce moment. Par exemple, on voit que HSBC, au fur et à mesure, se sépare de ses activités retail parce que les marges possibles à faire là-dessus, c'est difficile. Il y a beaucoup d'agences, il y a une réelle transformation qui est en train de se faire et ça a été initié par les néobanques et les crypto-banques en rajoutent une couche. Donc, tout est une question de bas coût. Ces technologies dont on parle, elles ont un coût extrêmement faible, mais vraiment extrêmement faible. Et donc, il faut trouver des différentes manières d'adresser le marché retail. Et donc, les gens ils ne vont plus du tout aller dans les agences bancaires. Ils veulent une application. Donc, après cette application, il faut utiliser des technologies les moins chères, bien évidemment, justement pour pouvoir récupérer de la marge. Donc, dans ce marché, il y a trois choses que monsieur tout le monde comprend. Il y a le compte, les paiements et les crédits. Donc, une banque reste une banque, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est toujours à une banque à qui on va demander un crédit. Ça ne change pas. Ça sera toujours à quelqu'un à qui une banque qui a un compte à la banque centrale qui peut se permettre d'émettre la monnaie crédit, qui va ensuite la mettre dans l'économie pour les investissements personnels ou professionnels. Mais par contre, le compte et le paiement, là, on est sur des choses différentes. Comme on a vu les modèles custodiaux, non custodiaux, le compte n'est plus géré de la même façon. Le porte-monnaie, des pièces et des billets, ça change beaucoup de choses. Et donc, la gestion comptable des comptes des clients peut très bien s'exporter sur ce type de réseau, ce type de technologie, afin de réduire ses coûts propres sur des grosses bases de données et donc des choses qui coûtent cher. C'est un petit peu demander aux gens de fournir la puissance de calcul de leur téléphone pour aider à la comptabilité bancaire d'une manière auditable, vérifiable, prouvable, etc. Donc, dans ces nouveaux services, il y a des nouveaux services bancaires à mettre en place. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux business models, de nouvelles façons de gagner de l'argent en étant un conservateur de titres, d'actifs ou de monnaie ou de crypto-monnaie. Donc ça, on ne va pas forcément l'aborder parce que ça dépend beaucoup de est-ce que c'est une banque, est-ce que c'est une banque retail, est-ce que c'est une banque d'affaires, est-ce que c'est… Il y a beaucoup de modèles différents, mais c'est vrai que le business model bas coût est intéressant, autant pour les banques qui s'orientent vers la crypto que pour leurs clients qui souhaitent avoir peut-être un peu plus d'autonomie et ne pas avoir autant de surveillance ou, je dirais, cet horizon qui les mènerait à la fin des espèces et donc la fin de l'anonymat.
Après, l'exemple le plus simple, c'est quand je vais chez marchand de journaux pour acheter une revue pornographique, je le paye en espèces parce que je ne veux pas qu'il y ait de lien avec ma carte bancaire. Ou si je suis avec ma maîtresse et que je ne veux pas que ma femme sache que je sois avec ma maîtresse, j'essaie d'éviter de payer mon sandwich avec ma carte de crédit. Donc, par rapport à ce cadre législatif, on parle de banque, on va parler de conformité et de gouvernance sur la crypto. Donc, c'est là le point sur lequel les banques avancent actuellement. C'est sur la mise en place de ces nouvelles conformités, de ces nouveaux modèles de gouvernance et comment ils doivent être organisés. Donc, c'est des questions de rôle et de responsabilité des gens qui travaillent dans la banque, le PDG, ses directeurs, le directeur financier, le directeur de risque, le directeur du KYC, tous ces gens-là, les gens qui ont des actifs ou de la monnaie en gestion. Chacun a ses rôles et responsabilités. Et comme on entre dans un paradigme où on a des preuves mathématiques formelles, où donc on peut difficilement, même impossiblement tricher, qu'on peut avoir des audits, les rôles et les responsabilités restent les mêmes, mais la mise en œuvre de ces rôles et ces responsabilités, c'est plus la même. On n'est plus du tout sur de l'autorisation ou de la signature manuscrite ou un accord tacite ou ces choses-là qui ont leurs propres risques. C'est-à-dire que on voit dans les banques, certaines banques ont encore des problèmes avec le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ces choses-là. Et donc, là, comme on a un contrôle beaucoup plus serré sur qui fait quoi et qui a le droit de faire quoi, ça empêche beaucoup plus de cas de fraude dans le cadre de ces institutions financières. Et donc, bien évidemment, le régulateur intervient là-dedans par le biais de la technologie, où ça devient beaucoup plus facile pour lui d'auditer toutes les institutions financières en temps réel, 24 heures sur 24, 360 jours par an. Il n'y a plus de contrôle au hasard l'un ou l'autre, elle peut contrôler l'intégralité en permanence. Donc, c'est aussi un avantage de la lutte contre la fraude. La cryptographie, c'est un outil de lutte contre la fraude. Et donc, pour finir, qu'est-ce qu'il y a besoin quels sont les outils pour mettre en place cette gouvernance, cette conformité? Ça demande de l'équipement. Et là, on parle basiquement d'équipement informatique. Donc, on sait que les mots de passe sont obsolètes parce qu'on arrive bientôt dans 10 ans, les ordinateurs seront capables d'attaquer des mots de passe qui sont trop gros pour que le cerveau puisse le retenir. Donc, le mot de passe va finir par disparaître parce que ça va devenir trop facile pour un ordinateur de trouver les mots de passe, même si c'est des mots de passe à 15 chiffres ou 15 lettres. Donc, on est obligé de se servir d'outils de clés. On en revient à la clé. Bon, alors, c'est plus la clé du verrou, mais c'est une clé qui contient un mot de passe qui est beaucoup plus long, qui là est dit impossible à casser par les ordinateurs. Et donc, peut-être si vous connaissez, il y a les clés Ledger, pour ceux qui sont un peu dans la crypto. Il y a différentes options sur le marché déjà depuis pas mal de temps. Donc, c'est quelque chose où il y a beaucoup de retours d'expérience, qui est passé à l'épreuve des balles, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et il y a les hardware security modules qui sont utilisés en banque et par les cartes de crédit depuis 30, 40 ans, facilement, qui sont des modules de sécurité matérielle, qui sont l'équivalent de ces petites clés de sécurité, mais dans ces belles serveurs qu'on voit dans les films, où voilà, c'est des choses comme ça, des serveurs, il y a un peu partout, des câbles. Et donc, les HSM, alors sécurité modules, se mettent là-dedans. Et quand on parlait d'autonomie des acteurs bancaires tout à l'heure, c'est par le biais de ces équipements-là qu'ils deviennent autonomes. Donc, bien sûr, il va y avoir un serveur avec les HSM et des clés distribuées pour les rôles et les responsabilités. Donc, au final, c'est une implémentation informatique de la conformité et de la gouvernance
Et donc, c'est ça l'impact pour les banques dans leur évolution vers le monde de la crypto. C'est comment mettre à jour leur conformité et leur gouvernance en y ajoutant un petit peu de culture informatique. Merci pour votre attention. Voilà. Facilement. Je peux me rasseoir pour si éventuellement les gens ont des questions. Tu peux te rasseoir pour manger le fromage et on va en même temps te poser des questions. Hop, je laisse le micro ouvert pour les questions. Oui. Parce que on fait que c'était un peu dedans. Combien de temps j'ai dit oui? C'est bon. Moi, j'ai la vidéo. Ah ouais. Je suis à laquelle parce que des fois je suis en fond. Donc j'ai essayé de faire le plus possible. Et, voilà. Donc, après, pour faire un petit peu de marketing, dans le cadre de comment ça, mon entreprise, on travaille avec les différents acteurs qui travaillent avec de l'actif. On va dire, très structuré en termes de présentation. Je n'aime pas du tout forcément le marketing, donc je fais plus pour raconter mon histoire, disons. Moi, j'étais employé de banque privée à Genève depuis les années 2010. Et j'ai fait plusieurs grandes banques internationales comme Barclays, BNP, Standard Chartered principalement. Et je trouvais trop segmenté tous les départements des banques, etc. Même des fois, j'essayais de présenter un client, j'étais limite pas bien reçu, alors que mon but c'était d'amener une business à la banque, parce qu'on me disait non, tu dois rester à ta place et faire ce pourquoi tu es payé et pas sur ce cadre. Et ça devenait très très compliqué pour moi. Et je réalisais de plus en plus que j'étais un entrepreneur. Entre chaque expérience bancaire, j'ai essayé de vivre de ma passion d'être entrepreneur et faire du réseau. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore le réseautage. J'ai même créé une start-up justement qui avait pour but d'aider les gens à se rencontrer physiquement à travers une application mobile. J'ai investi plusieurs dizaines de milliers de francs personnels. J'ai passé 2-3 ans de travail à côté de mon boulot pour faire ça. Ça a marché un petit peu, mais ça n'a pas grossi assez. Tout ça pour dire qu'être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile d'en vivre, en fait. On a tous des idées, etc. Mais après, de là à en vivre, d'avoir un business model, là, on a parlé d'un business model, pour moi, c'est ça la chose la plus compliquée. Donc, chaque fois, je continue à être employé de banque, je continue à faire grandir mon réseau, à amener beaucoup d'idées au sein des différents établissements par lesquels je passais. Et au final, j'ai travaillé dans un family office et ça m'a beaucoup plu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un family office, en fait, on conseille la famille, mais de manière beaucoup plus indépendante. Et finalement, c'est là où on a vraiment besoin d'un réseau parce que on va devoir leur présenter des avocats, des comptables, des banquiers, des gens dans l'immobilier. Et vraiment, on va écouter tous les sujets de la famille, les successions, beaucoup de sujets. Et moi, j'ai géré une dizaine de familles comme ça, en tant qu'employé. Et là, encore une fois, je n'avais pas assez de manœuvre pour vraiment les conseiller de la manière la plus indépendante possible, parce qu'au final, on a certains partenaires qu'on doit respecter, etc. Et moi, j'ai toujours été à vouloir être du côté du client, finalement. Et c'est là que j'ai vu que j'étais vraiment, en fait, un entrepreneur, donc je n'étais pas là pour juste administrativement les aider, mais j'avais envie d'être comme eux et qu'on gagne ensemble, finalement. Alors qu'une société a quand même juste envie de facturer le client pour vivre, ce qui est normal. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'était vraiment de servir le client. Et je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais gagner derrière. Mais bref, je n'arrivais pas à me retrouver dans tout ça. Du coup, je me suis séparé de mon dernier employeur en 2018. Et honnêtement, c'était un grand saut dans le vide parce que je ne savais même pas ce que j'allais faire derrière.
J'ai tout laissé et je me suis dit, on verra ce que la vie me réserve. Et je pense que des fois, il faut écouter. Mon pitch n'a peut-être rien à voir avec le family office, mais c'est un peu mon histoire que j'ai envie de vous transmettre. Je pense qu'on a tous un peu une mission. Et bref, au même moment, il y a un ancien client d'Abarclays qui m'a appelé pour un petit service. Et puis il m'a dit, est-ce que tu es libre en ce moment? Je ne savais même pas qu'il allait me payer. Et c'est un peu dans cette mentalité où j'ai construit mon business. Je ne parlais jamais de facture ou quoi que ce soit, jamais de la valeur. Et moi, si je veux donner un conseil aujourd'hui, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est est-ce qu'on amène de la valeur ou pas? Si on en amène de la valeur, je suis persuadé qu'économiquement, on va se retrouver. Pour ma part, depuis que je suis devenu indépendant, tout naturellement, sans me vanter, mais je suis devenu millionnaire, franchement. Donc, je n'ai même pas facturé personne. C'est des clients qui me disaient je vais te payer mais beaucoup d'argent parce que tu m'as fait gagner beaucoup d'argent. Et je n'ai jamais parlé de facture ou quoi que ce soit. Et j'en profite pour aussi remercier Jérôme qui est là avec moi, parce qu'on a vraiment la même vision des choses. Et justement, j'ai créé un club qui s'appelle Club des millionnaires. Et en fait, dedans, on discute de nos idées et on essaye de faire des bonnes choses, par exemple d'aider des nouveaux entrepreneurs, etc. Donc, j'ai proposé à plusieurs amis de venir aujourd'hui. Il n'y a que Jérôme qui est venu parce que justement, lui, il a du temps. Et ça ne veut pas dire qu'on utilise mal notre temps, mais ça veut dire qu'on est prêt à utiliser notre temps pour trouver de nouvelles opportunités, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà. Et donc, moi, dans mon family office, je ne cherche pas à avoir des clients, je cherche à avoir des partenaires où on va ensemble faire des belles choses. Et dans ça, je crois vraiment en ce qu'ils font. Et donc, moi, j'ai envie de travailler avec eux. Je pense que beaucoup de gens me demandent pour les crypto-monnaies. J'ai un réseau énorme de banquiers, de clients high net worth et de family office, etc. Et j'étais encore avec un gros family office de Genève qui gère, comme une petite banque, qui gère 4 milliards. Et ils me disaient, tous nos clients ils me disent, et pour les cryptos, vous faites quoi? Et eux, ils disent, on fait rien. Et des amis qui sont affectés, pareil. Ils me disent, les clients, ils ont 20 millions, 30 millions. Vous faites quoi? On fait rien. Ok, je sors quelques millions pour mettre de la crypto. Donc, pour moi, là, il y a vraiment une opportunité. Et moi, et j'ai pas peur de la concurrence, c'est pour ça que je le dis. C'est mes plans, c'est d'aider ces personnes-là. Et encore une fois, j'ai même pas de business model. Franchement, je sais que je vais les aider, leur trouver des solutions, et qu'ensuite le business model va se créer tout seul. Donc voilà mon petit pitch. Volontiers, on garde contact. Moi, je suis sur LinkedIn, très, comme je vous ai dit, j'adore le réseau. Ah, bah oui, il y a mon site web aussi. Mon site web, tout en bas, il y a mon contact, il y a mon LinkedIn et tout, mon Instagram. Enfin, sur mon family office, on est sur Instagram, Facebook et LinkedIn. J'adore les réseaux sociaux. J'ai rencontré beaucoup de monde grâce aux réseaux sociaux. Bien sûr, ça demande du temps. Mais en fait, aujourd'hui, mon métier, c'est de rencontrer des gens. Et puis après, on crée des business ensemble. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Bien, voilà, l'événement se termine. Je vous propose de discuter encore entre vous si vous le souhaitez. On a encore un petit café. Et puis, voilà. Parole libre pour tout le monde. Merci. Et puis j'espère que vous viendrez surtout pour le jeudi 9 juin pour entendre cette histoire de ce capitaine, du leadership du capitaine Naismith dans des naufrages d'actifs. C'est un thème vraiment intéressant. Quand on a passé toutes ces histoires de Covid et qu'on voit ce qui est arrivé aux naufragés au 19e siècle par moins 50, on se dit que c'est vraiment on doit tout modérer en fait. Merci. Merci. Un café?
Un petit café On laisse ça. C'est tous les derniers C'est tous les derniers jeudis. C'est toujours dans le même bar, on s'est changé. Non, C'est extérieur, du coup, en ce moment. À l'intérieur, en ce moment. Ils ont une terrasse. C'est ça que je dis, moi. On organisait quoi dans la jeunesse, moi j'amène d'autres amis qui sont dans la chito. Non, c'est vraiment que je crois que je connais sur la vieille plein de gens. C'est super intéressant. Après que ce soit informel ou informel. Ouais, informel. Plutôt informel. C'est super intéressant parce que moi je suis en train de Merci. je travaille avec des ici. On a un Européen et merci. il va y avoir Oui, ce sera possible. Merci. et en fait, on cherche à acheter une licence bancaire. Ça fait 100 millions. Quoi. C'est ça la C'est ça qui me passionne. c'est assez Mais sans et après, moi je suis étudié. Je suis machin de tête. moi j'avais été un bon consultant pour Verdex. Ouais, donc, ils peuvent être difficiles. Après, on a le campus, la ville de Châtel met une pression maximum au niveau fédéral pour avoir plus de billes. Forcément, tout ce qui est le on est chez une studie, donc ils savent que ça c'est des familles du plateau de Châtel, ils disent oui, c'est bon, le Châtel le sait. Vous êtes là. Vous avez, ils ont dit, pour vous combien tout ça, ça sera 2023. Donc, en fait, donc si on peut se parce que moi, je suis convaincu que c'est la Suisse qui doit donner l'explication d'une banque à tout. Ça, c'est bien. Et qu'il y a un pays qui peut permettre de donner les fonds en banque, c'est la Suisse. Ouais, pays des banques. Mais je sais Un club des millionnaires. ils n'avaient pas eu la licence. Bon, ils vont la voir à un moment donné. C'est force, mais le truc, c'est que Nicolas, et ça, il y a énormément de trucs. Il n'arrive pas à justifier la province. Ah, c'était le raison. Oui, ça c'est un titre personnel, ça c'est pas mélangé avec le business. Oui, mais voilà, c'est ce mec qui est assez trouble, parce que c'est quelqu'un qui Il a déjà acheté suffisamment tôt. C'est pas. Super cher, 100 000 francs. Et s'ils donnent, ça marche. Ça marche, c'est meilleur, mais il faut rester, etc. Et en fait, ils n'offrent pas leur service aux banques comme moi je le fais. Ils vont rendre donc ils ne sont pas dans le milieu, je pense donne-moi du loyer, et c'est fonction de tout le monde. Ils sont dans le modèle traditionnel de banque. Le loyer que tu payes, c'est la dette du serveur informatique.
et HFM et les 5 kWh d'électricité derrière. C'est ce qui fait, c'est transparent, il n'y a pas de frais cachés. Voilà. Je ne vais pas passer en gens sur leur résultat. C'est 0,2% peut-être qu'on va suivre et rien d'autre. Il n'y a pas de et en France, ceux qui ont fait là, on va permettre de mettre en place une chaque chaîne. C'est bien avec zéro frais. Dessus, le franc. Et donc, les commerçants vont recevoir de francs sans être taxés. On sait depuis le début qu'on doit faire. C'est une mission. C'est pour ça que je donne la Il faut discuter avec eux, il faut les prendre par la main. Les gens qui sont c'est pas le lala, le network, c'est pas la valette. Ici, c'est la verify valette. C'est pas le. Donc, pas le verify. C'est clair. Donc, c'est ça, c'est la promotion économique. Quand ils organisent ce c'est quoi ça? C'est tous les projets qui vont voir la promotion économique, venez avec nous tout dire, discuter avec les politiques, après on a des Ouais, mais c'est bien, c'est une démarche. Mais je crois que si je ne sais Ils veulent ramener la blockchain dans le web ou web dans la blockchain. C'est suisse. Ouais, définitive. Il y a et les différents projets qui s'appellent. Techniquement, c'est vraiment pas terrible. Ça a été énormément donc, mais bizarrement, la marque Texan, si on regarde sur le marque Texan, ils sont déjà quoi? Ouais, il y a énormément. Ça sert à rien, Il n'y a aucune utilité. Mais comme 90% du crypto, c'est qu'il y a beaucoup de marketing, mais tu les conseilles. À titre d'investissement, tu dis. Pour la spéculation, c'est bien, parce que je pense que mais après, le fond technologique, c'est un truc, c'est du PEO, c'est équivalent de EOS. Ouais, voilà, sinon, c'est pas au point. Ils ont fait leur contenu, justement, sur Internet tout seul. En gros, ça passe je dis avec investissement interne, on va dire, sur tous les choses, en notes, je sais pas, il y a quel projet on va inaugurer la prédiction? Quel projet dans on va faire la petite photo. c'est des choses. Oui, alors que tu utilises. Ah, bien, ouais. C'est qu'en fait, c'est tout simplement. Les timers, Si, on peut. Voilà, c'est de la finance. Julien, tu te mets debout, on va faire la photo, s'il te plaît. Mais après, j'en sais très peu sur tous ces projets parce que j'ai non. Restez là. Il y a des personnes assises et debout. Ah, ok, je vois. Ça fait chouette.
Ouais, je trouve sympa. Cerise. Ouais, c'est cool. Voilà, encore une. Voilà, plein. Merci beaucoup. Hein. Nous, on va remonter la colline, hein, et puis, ouais, parce qu'on a quand même un peu de travail. Ouais, non, ouais, on va satisfaire tout, mais on a encore un peu de travail à faire avant d'aller dormir. Il est spectacle. Prochaine. Attends, j'essaie de quitter le. Mais avec plaisir, hein. Vous faites une fois ces séminaires? Oui, ben, on va maintenant avec les vacances de l'hiver, on va faire Tout ça, je pense que ça va. Avec plaisir. Arnaud? Avec plaisir, hein? Merci. Toi aussi, hein? Merci. Oui, oui, alors moi c'est volontiers que je te rencontre aussi. Je travaille pas mal avec Patrick, hein, c'est pour donner